Donc, peu importe le type d'animal qu'ils sont, du plus grand éléphant à notre tout premier renard. Il y a beaucoup d'animaux différents dans le monde, et parfois cela peut nous rendre beaucoup plus forts. L'histoire débute avec la jeune Judy, qui a toujours tout pris très au sérieux. Même la pièce de théâtre de 4e année, où elle a traumatisé les enfants avec trop de ketchup en faux sang. À la journée des métiers à l'école, elle a révélé son rêve de devenir policière. Cela a déclenché les rires de l'assemblée, car le métier d'officier était historiquement réservé aux animaux les plus forts, et non à une petite lapine sans défense. Cependant, elle leur a juré qu'un jour, elle irait dans la grande ville pour devenir la meilleure policière de Zootopie. À la fin de la pièce, ses parents ont essayé de la décourager de cette idée, car ils étaient extrêmement inquiets pour elle et ne voulaient pas qu'elle prenne de risques inutiles. Ils lui ont alors conseillé de mener une vie tranquille à la campagne, où tout était plus simple. Ils lui ont parlé de l'héritage familial, expliquant qu'il cultivait des carottes depuis des générations, et que c'était désormais à lui de perpétuer cette tradition. Rien de ce qu'il disait ne convainquait la petite, qui a profité d'une occasion pour s'échapper, et exercer son métier de policière. Non loin de là, Gideon était en train de voler les billets de la fête foraine à des enfants. Judy a essayé de les aider et d'être courageuse, mais l'agresseur l'a griffée au visage et a posé sa lourde patte sur elle. Il lui a affirmé qu'elle resterait une petite lapine faible, incapable d'accomplir quoi que ce soit. Une fois que Gideon s'en va, les autres enfants aident Judy et découvrent avec étonnement qu'elle a réussi à récupérer les billets, sans que l'agresseur ne s'en aperçoive. Elle est devenue l'héroïne de ses amis, ce jour-là. Quelques années après, elle a enfin pu entrer à l'académie de police. Autour d'elle, il y avait toutes sortes d'animaux impressionnants. Des éléphants, des ours polaires, des tigres et des rhinocéros. Ils étaient tous forts, agiles, ou avaient un caractère extrêmement dur. Justement, c'était ces qualités que l'école recherchait chez ses recrues. Mais Judy ne s'est pas laissée abattre par l'adversité. Lors des épreuves d'obstacles des différents biomes, elle s'est investie pleinement, malgré la difficulté du parcours. Le désert l'a ensevelie sous le sable, la jungle l'a épuisée jusqu'à la chute dans la boue, et les épreuves de glace ont eu le même effet. À chaque défi auquel elle participait, elle semblait échouer parce qu'on la considérait comme petite et faible. Cependant, cela ne l'a absolument pas découragée. Elle a étudié plus dur que les autres, s'est concentrée sur ses propres forces, et, avec le temps, elle a maîtrisé chaque épreuve avec son propre style. Elle savait qu'elle ne surpasserait jamais un rhinocéros, mais elle a compris qu'utiliser la force de l'adversaire pouvait tout changer. Pendant l'épreuve de boxe, elle a utilisé les cordes pour se propulser, et a détourné le poing de son adversaire vers sa propre mâchoire, le mettant KO de façon impressionnante. Après de nombreux efforts, le maire lui a remis une distinction lors de sa remise de diplôme, pour être la première lapine policière de l'histoire. Après avoir été affectée au commissariat numéro 1 de Zootopie, Judy pensait avoir beaucoup à prouver. Ses parents étaient fiers, mais en même temps remplis d'une profonde inquiétude. Sur ses 216 frères et sœurs, elle était la première à quitter le nid familial. Pour qu'ils se sentent plus rassurés, Judy accepta son sac de cadeaux d'adieu, qui comprenait plusieurs articles qui pourraient lui être utiles, comme un taser surchargé. Quelques secondes plus tard, le train arriva à la gare. Judy fit une dernière étreinte à ses parents, et quitta les terriers pour rejoindre la grande ville où l'attendait sa carrière d'officier de police. Pendant le trajet, le train traversa les différents biomes qui donnent à la ville son caractère unique, chacun avec ses propres risques. Cependant, ayant été la meilleure de sa promotion, Judy poursuivit son voyage avec détermination directement jusqu'au centre urbain. Une fois arrivée à la gare centrale, Judy s'émerveilla en observant le fonctionnement de tout. Des centaines d'espèces différentes coexistant au même endroit, tout semblait parfait et nouveau. Exactement le contraire de son nouvel appartement, qui s'est avéré être une véritable porcherie. Néanmoins, Judy n'a pas laissé le mauvais état de son logement la décourager. Elle ignora ses voisins bruyants, et le lendemain matin, elle se leva très tôt pour enfin enfiler son uniforme. À la gare, elle fut accueillie par Benjamin, un guépard beaucoup trop gros pour patrouiller dans les rues, qui lui indiqua gentiment où elle devait se rendre. Dans la salle, des dizaines d'officiers imposants attendent le capitaine Bogo, qui zappe les présentations pour aller droit au but. 14 mammifères ont disparu sans que personne ne sache pourquoi. Bogo réserve les affaires récentes aux officiers chevronnés, tandis qu'il attribue à Judy la mission des orodateurs. Elle demande à enquêter sur les disparitions. Mais le capitaine lui rappelle qu'elle est débutante, et doit d'abord prouver sa valeur avant d'obtenir d'autres missions qu'infliger des amendes. Déterminée à tout donner, Judy fait de son mieux, et commence à distribuer des amendes à tout va, réussissant à doubler son quota quotidien avant midi. Au milieu de la rue, elle aperçoit un renard et le souvenir amer de Gideon envahit son esprit.
Cet individu agit exubéramment, alors elle le suit discrètement pour découvrir ses intentions. Finalement, le renard veut juste acheter une glace à son petit-fils. Le responsable du magasin, hostile, lui ordonne de partir, disant connaître les gens de son espèce et leur mauvaise réputation. La scène touche Judy, qui non seulement paie la glace, mais le défend aussi devant les autres. Elle lui dit au revoir en souhaitant une bonne journée. Nick part avec la sucette géante, tandis qu'elle reprend son travail. Plus tard, Judy les recroise, mais découvre qu'ils sont en train de faire quelque chose de très différent que simplement profiter d'une glace. Nick se trouve sur le toit d'une maison avec la sucette. Le soleil brûlant la fait fondre, et le liquide coule par les gouttières vers son ami, qui l'attend en bas avec plusieurs récipients. Quand la glace a fondu, ils montent dans leur camionnette et vont vers la zone glacée de la ville. Là, ils utilisent leurs pattes pour tracer des formes dans la neige, et, à partir d'une seule grande glace, ils parviennent à fabriquer des centaines de mini-glaces. À 5 heures précises, lorsque les employés de la banque sortent pour leur pause, Nick et son associé sont prêts à leur vendre ces glaces recyclées, et insalubres à $1 chacune. De cette façon, ils multiplient leurs profits, et récupèrent aussi les bâtonnets en bois sale pour les vendre aux souris qui construisent en périphérie. Depuis l'ombre, Judy observe toute la scène et découvre que Finnick, le petit qui pleurait pour une friandise, est en réalité un adulte furieux qui aime le rock lourd. Et elle a été trompée par 2 maîtres de l'arnaque. Incapable de le tolérer, Judy confronte Nick, qui ne montre pas la moindre peur. Il a tous ses papiers en règle, et elle n'a aucune preuve. Alors il en profite pour lui donner une dure leçon de réalité. Zootopie n'est pas un paradis des rêves, mais une ville dure qui te dévorera sans l'astuce nécessaire. Nick est un renard, et en tant que tel, il se distingue par son ingéniosité, quelque chose qu'il a appris à utiliser à son avantage. Il le prouve à Judy en la faisant tomber dans du ciment frais à son insu, ce qui lui donne juste le temps de s'échapper. Avant de partir, il lui souhaite bonne chance pour prouver qu'elle n'est pas qu'une petite lapine dans un monde trop vaste pour elle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, les paroles de Nick résonnent dans son esprit et elle se sent déprimée. Cependant, elle doit afficher un sourire forcé pour répondre à un appel de ses parents, qui sont ravis de voir son gilet de contractuel. Pour eux, c'est le travail le plus sûr de la police, et ils sont heureux qu'elle ne soit pas une vraie policière. Les jours suivants sont une torture, à distribuer des contraventions et à supporter les insultes des citoyens. Tout change lorsqu'une personne vole un magasin juste devant elle. C'est l'occasion qu'elle attendait pour prouver sa valeur. Judy enlève son gilet et se lance à la poursuite du voleur dans les rues. Le criminel s'enfuit vers la place avec les biens volés. Mais Judy parvient à le suivre à travers des espaces étroits jusqu'à la ville des souris, où le reste des policiers ne peut pas le suivre. Le voleur essaie de s'échapper en utilisant le train, mais Judy parvient à le faire tomber. Finalement, elle l'attrape en utilisant un énorme beignet décoratif pour immobiliser ses bras. Cependant, à la gare, le capitaine Bogo est furieux. Judy a causé des milliers de dollars de dégâts matériels, et le suspect n'avait volé qu'un sac de bulbes d'oignons. Il lui crie de retourner immédiatement aux orodateurs, et la prévient que si elle répète ce comportement, il devra la suspendre de la police. À ce moment-là, Madame Nutrial fait irruption dans le bureau. Son mari a disparu depuis 10 jours, et elle est désespérée. Bogo essaie de lui expliquer qu'ils sont débordés avec d'autres affaires, mais Judy promet de le retrouver, redonnant espoir à la femme. Bogo ferme la porte et renvoie Judy immédiatement pour insubordination. Cependant, lorsque la porte s'ouvre à nouveau, la vice-mère Bellwether se trouve à l'extérieur et entend Madame Nutrials faire l'éloge du commissariat pour son aide. Elle annonce la nouvelle au maire, et soudainement, Judy passe du statut d'agente la plus ignorée à celui d'être protégée et motivée pour résoudre l'affaire. Bellwether ordonne à Bogo de lui fournir tout ce dont elle a besoin. Cependant, le capitaine ne lui accorde que 48 heures pour retrouver Monsieur Nutrials. Après, il veut l'ensevelir sous tant de paperasse qu'elle démissionnera. Quand Benjamin lui donne le dossier, Judy voit qu'il n'a aucun indice utile. Il n'y a qu'une photo de caméra de surveillance, mais la victime tient une sucette que Judy a déjà vue. Elle rejoint rapidement Nick, occupé à préparer un coup. Elle lui demande de l'aide, mais il dit ne pas avoir le temps pour elle. Face à son refus, Judy utilise son autorité d'officier pour le mettre sous pression. Elle menace de l'arrêter. Et Nick n'a pas d'autre choix que de céder à ses exigences. Elle possède un enregistrement où Nick avoue un délit fiscal, ce qui le force à devenir son allié pour résoudre l'affaire. Finnick s'en va en riant, tout en disant à Nick de l'appeler quand il arrêtera d'être la mascotte d'une policière. N'ayant pas d'autre choix, Nick emmène Judy voir quelqu'un qui pourrait avoir des informations, en précisant qu'il s'agit d'un club nudiste pour animaux. À son arrivée, Judy est surprise de voir tout le monde complètement nu, une situation inédite pour elle. Là-bas, il rencontre Nangji,
l'instructrice de yoga de la victime, qui possède une mémoire exceptionnelle. Grâce à elle, ils obtiennent le modèle du véhicule et un numéro de plaque, des informations très utiles pour localiser le disparu. Cependant, Judy n'ayant pas encore accès complet au système de la police, elle ne peut pas retrouver la plaque seule. Nick a alors une idée. Il l'emmène au département des transports et présente Flash, un paresseux nommé ironiquement, car il ne pourrait pas être plus lent. Après 45 minutes d'agonie, ils obtiennent enfin l'adresse associée à la plaque d'immatriculation, même s'il fait déjà nuit et que l'endroit est fermé. Mais comme sa carrière est en jeu, Judy décide de se faufiler sous la clôture. Là, il localisera la voiture. Judy trouve des poils d'ours polaires et le portefeuille d'Emmett Loutre, ainsi que de multiples traces de griffures. Cependant, ce qui effraie vraiment Nick, c'est une lettre B, gravée sur un verre en cristal, et il prévient qu'ils doivent partir de là au plus vite. Cependant, ils sont capturés par Raymond et son frère Kevin, deux ours polaires grincheux qui connaissent Nick depuis longtemps et ne l'aiment pas. Ils le prennent par le cou et l'emmènent jusqu'à la demeure de Monsieur Big, le criminel le plus respecté de la ville, à qui Nick a déjà escroqué auparavant, avec un tapis soi-disant fait de poils de renard. Un par un, d'autres ours entrent dans la pièce et Judy essaie de deviner lequel d'entre eux est le chef. Finalement, un énorme ours entre en se baissant par la porte et Judy reste impressionnée. Mais 2 secondes plus tard, il révèle qu'il tient le vrai Monsieur Big dans ses mains. Le chef de la mafia est une musaraigne qui a une centaine d'ours à son service. Quand Judy lui dit qu'elle est policière, il ordonne qu'on les enterre sous la glace, juste avant que cela arrive. La fille du chef apparaît en robe de mariée et reconnaît Judy, se souvenant qu'elle lui a sauvé la vie le jour de l'incident, en l'empêchant d'être écrasée, avec le voleur de bulbes. Comme le veut la tradition familiale, Judy obtient le pardon, et Monsieur Big propose de les aider à retrouver Emmett, en remerciement d'avoir sauvé sa fille. Les protagonistes sont passés de frôler la mort à avoir une place à la table des invités d'honneur. Là, le chef leur a expliqué qu'Emmett est un vieil ami à lui. Il l'a appelé pour lui dire qu'il avait des ennuis. Voilà pourquoi Monsieur Big a envoyé une voiture pour le chercher. Mais elle n'est jamais arrivée. Emmett a attaqué les hommes. Les griffures vues ne viennent pas d'un ours, mais d'une loutre. Cette nuit-là, il s'est produit quelque chose que Monsieur Big n'avait jamais vu. Le patron les envoie chez Tash, son chauffeur de confiance du quartier forestier, qui les accueille, manifestement terrorisé. Il raconte comment le gentil Monsieur Emmett est devenu un animal sauvage qu'il a violemment attaqué. Tash refuse d'abord d'ouvrir la porte, mais lorsqu'il le fait, il lui arrive quelque chose d'étrange. Il oublie son comportement civilisé et revient à ses instincts les plus primaires, se jetant sur eux avec une fureur mortelle. Tash les poursuit férocement sur le pont, puis à travers la jungle. Il est clair qu'ils ont besoin d'aide, mais Benjamin est trop absorbé par le concert de gazelles sur son téléphone pour remarquer les appels. Les garçons parviennent à atteindre le système de sortie du district, mais Tash les coince dangereusement dans un mouvement rapide. Judy l'attache à un poteau et tous deux tentent de fuir avec une liane qui casse. Ils tombent alors et se retrouvent piégés dans un filet. Heureusement, Benjamin envoie des renforts et le capitaine Bogo arrive, mais sans trace de Tash. Il, lassé de ce qu'il pense être des mensonges, exige que Judy rende son insigne. À ce moment-là, Nick intervient et la défend. Il assure au capitaine que les animaux sauvages existent vraiment, et lui rappelle qu'il leur reste encore 10 heures. Si la police ne compte rien faire, alors Judy terminera le travail. Après être partie, elle remercie Nick pour son soutien. C'est alors qu'il lui confie son passé. Enfant, il rêvait seulement de devenir explorateur. Mais à son initiation, ses camarades l'ont attaqué et humilié parce qu'il était un renard, disant que sa nature l'empêchait d'être loyal. Ils l'ont muselé en se moquant, et depuis, il a juré de ne plus jamais essayer d'être autre chose que ce que le monde attendait de lui. Peu après, en traversant la ville, il voit que tout le quartier est surveillé par des caméras. L'une a sûrement filmé lorsqu'ils ont emmené Manchas. Judy n'ayant pas accès au système, il sollicite Bellwether, qui leur prête l'ordinateur de la mairie. Les jeunes apprennent alors que des loups ont emmené Manchas, juste avant l'arrivée de la police. Grâce aux mêmes caméras de sécurité, ils localisent la tanière des loups, un complexe abandonné en périphérie appelé Cliffside. Pour réussir à entrer, Nick commence à hurler, sachant qu'aucun loup ne peut résister à rejoindre le cœur. Pendant que les gardes sont distraits, ils s'infiltrent par les conduites. L'endroit paraît désert, mais derrière des portes cachées, ils découvrent des installations high-tech et quelque chose de terrifiant. Un tigre dans un état complètement sauvage, ainsi que d'autres animaux disparus, y compris Manchas et Emmett Nutrial, qui ont perdu toute trace de comportement civilisé, leurs instincts primaires les ayant complètement dominés. À cet instant, quelqu'un apparaît et les jeunes se cachent rapidement. Il s'avère que c'est le maire Léon Zalès qui est au courant de tout ce qui se passe. C'est sur son ordre que ces animaux ont été amenés ici.
Il s'agit d'un centre de recherche secret, où ils essaient de trouver la cause de la transformation. Ils ont décidé de le garder secret, car si la ville découvrait que les prédateurs deviennent sauvages, ce serait le chaos, surtout que le maire est un lion. Juste au moment où Judy enregistrait tout, ses parents l'appellent au téléphone et révèlent sa présence. Gonzalez parvient à s'échapper, mais les loups arrivent immédiatement pour fouiller les lieux. Grâce à leur petite taille, nos héros réussissent à s'échapper par les toilettes. Une fois en sécurité, ils appellent des renforts, et le capitaine Bogo place le maire en garde à vue, qui tente d'expliquer qu'il n'a agi que pour protéger la ville de la panique. Après l'arrestation, Judy se prépare à recevoir sa récompense, et suggère à Nick de considérer sérieusement d'entrer à l'académie. Elle pense qu'ils pourraient être partenaires dans un an, car ils font une excellente équipe. Cependant, pendant que Judy fait sa déclaration devant la presse, des images des animaux sauvages portant des muselières sont montrées. Cela rappelle amèrement à Nick ce qu'il a souffert dans le passé. Il la confronte, et lui demande si elle croit vraiment ce qu'elle a dit, que lui aussi, par sa nature, pourrait devenir dangereux. La goutte d'eau, c'est quand Nick voit que Judy porte le répulsif pour renard offert par son père. Elle le portait à cause de son traumatisme avec Gideon, mais a oublié que Nick est aussi un renard. Ce geste l'a profondément blessé. Les jours suivants, d'autres actes de violence surviennent en ville. Un ours attaque un caribou, le laissant dans un état critique avant que la police ne le maîtrise. La peur parmi les habitants devient de plus en plus incontrôlable. En moins d'une semaine, 27 nouvelles attaques ont lieu, et la ville se divise radicalement entre prédateurs et proies. Même Benjamin est retiré de l'accueil, car la nouvelle maire, Belvedere, ne juge pas prudent qu'un guépard soit le visage visible de l'entrée. En ces temps difficiles, elle lui demande de devenir l'image officielle de la police, car ils ont besoin d'un espoir, et tous lui font confiance. Judy a pourtant l'impression d'avoir déçu la ville et démissionne immédiatement. Les jours suivants, elle retourne travailler avec ses parents dans son village. Elle retrouve Gideon, devenu le meilleur pâtissier de la région et bien plus aimable. L'odeur des pâtisseries flotte. Les frères de Judy courent vers eux, mais son père leur crie de s'éloigner de certaines fleurs étranges. C'est alors que Gideon explique qu'elles s'appellent les hurleuses. Il se rappelle qu'après en avoir mangé accidentellement, il devenait agressif, d'où son comportement de tyran à l'école. Son père précise qu'il les utilise contre les insectes et raconte que son oncle, après en avoir mangé une, a perdu le contrôle et mordu sa femme. Judy comprend alors que les fleurs sont responsables. Elle prend le camion de son père pour retourner en ville et arranger les choses, mais doit d'abord se réconcilier avec son ami. Après des excuses sincères, Nick accepte de l'aider. Ensuite, ils vont voir Monsieur Big, qui localise pour eux le voleur d'avant, lequel s'avère avoir des informations sur le trafic des fleurs. Ce dernier avoue qu'il les a vendues à Doug, un bélier qui vit dans le sous-sol de la ville. À leur arrivée, les garçons découvrent un wagon de train caché qui est utilisé comme ferme et laboratoire, où l'on produit la substance chimique qui rend les prédateurs fous. À ce moment-là, ils entendent un appel dans lequel Doug reçoit une nouvelle cible, et Judy comprend que toutes les attaques ont été provoquées par lui. Celui-ci lance des capsules concentrées sur les citoyens, qui deviennent aussitôt fous. Dès que possible, Judy donne un coup de pied à Doug pour l'expulser du wagon et démarre le moteur. Mais les sbires du bélier surgissent pour les attaquer. Leur vitesse et leur force de bélier peuvent plier le métal. Judy parvient à en expulser un du train, mais l'autre la projette sur le toit. Pour aggraver les choses, un autre train arrive en sens inverse, et Judy doit risquer sa vie pour changer de voie. Malheureusement, le train va trop vite et déraille, détruisant toutes les preuves, sauf le pistolet à capsule que Nick a sauvé en sautant. Sur le chemin de la gare, Bellwether apparaît, et lorsque Judy remarque quelque chose d'étrange, la mère envoie ses hommes pour les attraper. Pendant qu'ils fuient, Judy se blesse avec la corne d'une exposition. Elle ne peut pas courir et les béliers les poursuivent de près. Bellwether lui propose un marché, mais Judy tente de s'échapper avant qu'un bélier ne les fasse tomber dans un fossé. Là, la mère prend l'arme à capsule et tire sur Nick pour qu'il devienne sauvage et tue Judy. Son plan est de faire de la lapine une martyre, afin que la ville s'unisse dans un front commun contre tous les prédateurs. La mère appelle le capitaine Bogo, lui assure qu'un renard sauvage attaque Judy et lui demande de se dépêcher. À ce moment-là, Nick semble perdre le contrôle et attaque sa partenaire. Pendant que Bellwether profite du spectacle, Nick s'approche lentement du cou de Judy et la mord, mais il révèle immédiatement la supercherie. Le renard rusé avait remplacé les capsules de l'arme par des murs de la ferme et Judy a enregistré chaque mot de l'aveu de la méchante. Lorsque la police arrive, ils ont déjà toutes les preuves nécessaires. La mairesse est envoyée en prison, tandis que l'ancien maire, Léon Sals, essaie d'expliquer qu'il voulait seulement protéger la ville. Quelques jours plus tard, un antidote est développé, et Emmett, ainsi que les autres personnes touchées, reçoivent une dose qui les ramène à leur état civilisé. La paix revient en ville,
et Judy reprend son insigne. Quelque temps plus tard, Judy prononce le discours officiel à l'académie, pour commémorer le moment historique où Nick rejoint la police. Ayant retrouvé la faveur de la mairie, le maire leur accorde une patrouille tout-terrain, spécialement adaptée à leur taille. De cette façon, ils pourront poursuivre les criminels et faire ce qu'ils savent faire de mieux, garder la ville en sécurité. Tous deux patrouillant dans les rues en tant que partenaires, prouvant qu'à Zootopie, n'importe qui peut devenir ce qu'il souhaite, à condition d'avoir la détermination nécessaire. L'histoire se termine avec Nick et Judy poursuivant un conducteur imprudent qui traverse les avenues de la ville à toute vitesse. Après une courte poursuite, ils arrêtent le véhicule sur le bord de la route. Quand la vitre descend lentement, ils découvrent avec étonnement que le conducteur... Il s'agit de Flash, notre ami paresseux bien connu du département des véhicules mammifères. Il s'avère que, même si Flash est exaspérément lent pour tamponner et traiter les démarches administratives, il est un véritable bolide au volant lorsqu'il s'agit de parcourir la route, laissant les agents sans voix devant son côté inattendu de coureur. Tout commence en nous rappelant les événements du premier film Zootopie, où l'on raconte comment, grâce à leurs incroyables expériences, sont apparus la première policière lapin et le premier policier renard. Bien sûr, nous parlons de Judy et Nick, un duo absolument inégalable dont le courage a marqué toute la ville. Après ce bref rappel, nous voyons Judy et Nick se réveiller et se préparer pour une nouvelle journée en tant que meilleurs agents de Zootopie. D'un autre côté, nous voyons le général, le strict chef Bogo, annoncer que le criminel à capturer ce jour-là est un inspecteur corrompu qui fait de la contrebande de marchandises étrangères en utilisant des reptiles pour ses opérations clandestines. Quand Bogo assigne les missions, il oublie Judy et Nick, pensant qu'ils ne peuvent pas gérer une affaire aussi sérieuse. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rend compte que le renard et la lapine ne sont plus là. À cet instant, Benjamin Garaza lui signale qu'ils sont déjà partis en avance et qu'ils se trouvent sur les lieux, essayant de résoudre l'affaire par eux-mêmes. Judy et Nick atteignent l'inspecteur des douanes à la tête de la contrebande et, grâce à une stratégie ingénieuse, ils prétendent fêter l'anniversaire du faux bébé de la lapine pour qu'il signe les vêtements en souvenir. Par cette ruse, ils le distraient pendant qu'il décore les vêtements du petit, en réalité Finnick, le même renard grincheux du premier film. En pleine opération, Judy découvre le contenu caché dans les conteneurs. L'inspecteur, réalisant qu'il fait face à la police, s'enfuit rapidement en voiture. Simultanément, d'autres agents arrivent et, face au chaos, se méfièrent de l'ingéniosité de Judy et Nick. Il les traite d'incompétents et leur ordonne de se retirer, affirmant que l'affaire ne les concerne plus. Cependant, le couple refuse d'abandonner l'enquête parce qu'ils savent qu'ils peuvent la résoudre, même si personne ne croit en eux. Malgré tout, le résultat immédiat est un tumulte monumental dans la ville. Pour cette raison, le chef Bogo finit par réprimander sévèrement Judy. Il lui a rappelé qu'il est interdit de franchir des limites sans autorisation, car cela pourrait inciter les jeunes à l'imiter. Nick défend sa collègue, mais Bogo reste inflexible. Ils ont tous deux commis une grave erreur. Il explique qu'il leur a permis de collaborer grâce à leur grande contribution à la ville, mais qu'à présent, cela ne sera plus possible. Ils ne chasseront plus de reptiles, ni n'auront de mission, et en cas de non-respect strict des règles, ils seront immédiatement séparés. Ensuite, on les voit assister à une thérapie de couple policière avec la Dreyfus Bee, cherchant à apaiser les tensions et à résoudre leurs conflits. Judy souligne qu'ils ne forment un duo officiel que depuis une semaine, ce que la thérapeute identifie comme la source du problème. Ils ont besoin de temps, de cohabitation et de patience, car ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront progresser, même si cela prendra des années. Plus tard, Judy sort avec Nick et lui dit qu'ils doivent vite parler au chef Bogo pour lui assurer qu'ils feront bien leur travail et méritent une seconde chance. Cependant, le renard suggère que la chose la plus prudente à faire est de rester calme et d'éviter toute situation qui pourrait pousser Bogo à le sanctionner à nouveau. Après un silence, Nick demande à Judy si elle pense qu'ils forment une bonne équipe. Judy répond sans hésiter que oui, et qu'ils doivent maintenant le prouver plus que jamais. Avec cette conviction, elle lui remet un livre qui sert de manuel de camaraderie, et le donne à Nick pour qu'ils puissent tous les deux l'étudier séparément. Ensuite, nous voyons Nick arriver dans sa chambre, poser soigneusement sa carotte enregistreuse et s'installer. Pendant ce temps, Judy arrive aussi chez elle et commence à discuter avec ses parents. Nick, de son côté, s'apprête à regarder quelques films, et il finit par cacher le manuel que Judy lui a donné, comme s'il voulait éviter de penser aux responsabilités. Judy, en revanche, raccroche avec ses parents, qui ne font que la distraire, et elle commence à surligner avec application son propre manuel pour former une bonne équipe avec Nick. Cependant, elle est distraite par des infos sur les reptiles, et reconnaît la voiture de l'inspecteur. Elle voit aussi une annonce sur un événement du journal Linksley. Curieuse,
Elle cherche sur internet et découvre quelque chose sur le journal. Une vieille histoire parlait d'un serpent qui avait essayé de le voler, d'un autre qui avait tué une tortue, et que depuis cet incident, aucun serpent n'avait été revu, bien qu'il laissait entendre qu'un jour il reviendrait. Plus tard, on voit Nick, absorbé, regarder un film sur l'actuel maire, Brian Windansky. À ce moment-là, Judy l'appelle tout excitée pour lui raconter ce qu'elle a découvert et, après avoir insisté un peu, elle parvient à le convaincre d'enquêter sur l'affaire ensemble. Ensuite, nous passons à la fête de gala élégante en l'honneur du journal Linksley, un événement rempli d'animaux de toutes les espèces, où même la célèbre chanteuse Gazelle fait son apparition. Le maire Windanza arrive également avec une entrée triomphale. Judy et Nick, encore vêtus de leurs habits de travail, attendent dans leur petite voiture près de l'arrière de l'événement, tout en analysant la scène. Sur le parking, ils voient plusieurs voitures identiques à celles de l'inspecteur. Judy touche l'une d'elles, la trouvant chaude, preuve qu'elle a récemment transporté un reptile. Déterminée à poursuivre l'enquête, Judy conclut qu'ils doivent entrer dans le gala, car le journal Linksley s'y trouve. Pour cela, elle a apporté un élégant costume pour Nick, tandis qu'elle-même se change en robe de soirée. Tous deux se préparent, s'échangent quelques compliments, et entrent à l'événement avec confiance. En entrant, ils découvrent que le gala est en réalité la présentation officielle du journal Linksley. Judy repère rapidement la zone réservée où se trouve le journal et Nick élabore un plan pour qu'ils puissent passer sans être détectés. À leur arrivée, Judy est surprise de découvrir que le journal, en métal, est inhabituel et déconcertant. À ce moment-là, Nick l'avertit. Le chef Bogo est également sur place. Judy se cache, mais dans sa manœuvre, elle tombe sur un lynx qui se présente comme Pobert Linksley. Tous deux commencent à rire et à discuter de façon si spontanée qu'ils finissent par mettre Nick lui-même mal à l'aise. Finalement, les membres de la famille Linksley éloignent Pobert pour poursuivre la cérémonie. Cependant, juste au moment où ils s'apprêtent à révéler le journal, Bogo intercepte Nick et l'emmène, ayant découvert sa présence. Soudain, pendant la présentation, quelque chose tombe du plafond, une énorme couverture, et de dessous surgit un serpent. La panique éclate instantanément et tous les participants commencent à courir, terrifiés. Le serpent kidnappe Milton Linksley, le patriarche de la famille Abbey Linksley, et celui qui donne les ordres. Il s'empare également du journal. Judy court après lui et parvient à le rattraper. À ce moment-là, le serpent lui révèle qu'il n'est pas maléfique, qu'avec ce journal il pourra prouver la vérité et rendre à son espèce la dignité qu'elle a perdue. Il montre que les serpents ne sont pas maléfiques comme on le pense. Mais alors qu'il tente de s'expliquer, Nick arrive et l'assomme avec une poêle, la rendant inconsciente. À cet instant, le jeune lynx Pobert parvient à se libérer et récupère le journal. Sa famille s'arrive immédiatement et avertit Judy et Nick qu'ils vont déclarer publiquement que le serpent les a attaqués, afin que les Linksley passent pour des victimes innocentes. Judy refuse ce mensonge et convainc fermement Nick d'emmener le serpent pour la protéger. Ensemble, ils fuirent dans la fumée et les flammes au moment où ils sortent. Le général Bogo apparaît, mais le serpent, effrayé, le mord accidentellement. À la suite de cela, les Linksley affirment que le général a été attaqué par le serpent alors que Judy et Nick étaient de leur côté. Cette version se répand rapidement, et beaucoup commencent à croire qu'ils soutiennent un reptile dangereux. Dans la confusion, les deux policiers s'emparent du journal, mais en fuyant, sont capturés par Monsieur Big et ses ours gardes du corps, qui les font monter dans sa camionnette. Pendant ce temps, Milton Linksley fait pression sur le maire, lui exige de récupérer le journal et d'éliminer la lapine et le renard. Sinon, il dira qu'ils ont choisi le mauvais maire et il sera destitué sans hésiter. Parallèlement, Judy et Nick arrivent à l'atelier de mode des ours de Monsieur Big. Là, Fru, la fille de Monsieur Big et amie proche de Judy, les accueille chaleureusement. Monsieur Big présente fièrement sa petite fille et leur assure que grâce à ce que Judy a fait pour sa fille dans le passé, il est prêt à les aider. En fait, il a déjà mis en place un plan pour faciliter leur évasion. Monsieur Big les avertit également que les Linksley possèdent un pouvoir considérable et qu'il serait impossible de les affronter seuls. Judy affirme qu'ils ont juré de protéger Zootopie et doivent lire le journal pour connaître la vérité. Fru fait alors remarquer que seul un reptile peut le lire, car c'est un artefact très ancien. Malheureusement, les reptiles sont réservés et presque personne ne sait où les trouver, sauf les vrais experts. Heureusement, Fru connaît quelqu'un qui pourrait les aider. Elle les emmène voir Nibbles Maplestick, une castor très futée, et son ami, qui les guide jusqu'à un groupe de reptiles capables de déchiffrer le journal. La castor les conduit, sans hésiter, vers son ami Jésus, un lézard qui connaît profondément le monde des reptiles, et pourrait comprendre le contenu du journal. Pour arriver jusqu'à lui, ils doivent traverser un lac, et pour cela, ils doivent faire appel à Bob,
une créature aquatique qui sert de bateau vivant et de moyen de transport improvisé pour ceux qui s'aventurent dans cette zone. La castor Nibbles Mapplestick continue de guider Judy et Nick à travers un long couloir sombre et presque effrayant pour atteindre Jésus, le lézard expert en reptiles. Avant d'ouvrir la porte finale, Nibbles les prévient. S'ils reçoivent de la nourriture des reptiles, ils doivent l'accepter sans hésiter, car refuser serait un grave manque de respect dans leur culture. Avec cet avertissement, il pousse la lourde porte et révèle un immense salon souterrain où vivent des dizaines de reptiles. Tous boivent, discutent et agissent comme dans une grande communauté secrète. Enfin, ils rejoignent Jésus, qui les accueille solennellement. Avant de leur parler, il leur sert une assiette de verre et leur demande de manger pour poursuivre la conversation. Judy et Nick acceptent à contre-cœur et après un effort évident, ils les mangent. À ce moment-là, Jésus éclate de rire et leur avoue que tout cela n'était qu'une blague pour les mettre à l'épreuve. Ensuite, il leur explique que la couverture métallique du journal signifie qu'il appartient à la catégorie la plus exclusive et la plus ancienne, et que seuls les vipères ont la capacité de lire les inscriptions gravées dans le métal. Jésus précise que ce journal doit être très important, puisqu'une tortue est morte pour le protéger. Il affirme qu'à cause de ce qui y est caché, les reptiles ont été injustement détestés pendant des générations. Il avertit également que les Lynxley prévoient d'étendre leur terre dans cette zone et d'expulser tous les reptiles qui y vivent. Et s'ils obtiennent le journal, personne ne pourra les arrêter. En d'autres termes, avoir ce journal entre de mauvaises mains est extrêmement dangereux. Soudain, il est révélé que la police a retrouvé la trace de Judy et Nick jusqu'à cette cachette. Tous les reptiles paniquent et s'enfuient dans différentes directions. Jésus, sans perdre de temps, aide Judy et Nick à s'échapper, en leur rappelant qu'ils ont déjà sauvé la ville une fois et qu'ils peuvent le refaire. Alors qu'ils sortent d'un tunnel, le serpent surgit, profite d'une inattention pour voler le journal et explique désespérée qu'elle doit sauver sa famille. Judy et Nick courent après elle, tandis que la castor Nibbles Mapplestick les avertit que s'ils suivent la ligne rouge du tunnel, ils manqueront bientôt d'air. Comme le serpent entre directement par la ligne rouge, Judy la suit sans hésiter, obligeant Nick à courir derrière elle. Alors qu'ils avancent dans l'eau du conduit, Judy commence à manquer d'air. Nick la sauve à temps, la tirant vers une sortie latérale du tube. Épuisés, ils émergent dans une zone inconnue, où des bouquetins les observent avec curiosité. Les policiers trouvent un portefeuille à la porte de la canalisation, qui appartenait clairement au serpent. À l'intérieur, il y a un dessin d'une cabane entourée de fleurs. Les bouquetins expliquent que ces fleurs poussent au sommet de la montagne, à côté d'une cabane appelée Lune de Miel, célèbre pour être toujours entourée de serpents. Ils leur souhaitent bonne chance et, avec sarcasme, leur disent aussi de s'amuser. En suivant la piste, Judy et Nick avancent attachés à des cordes qui pendent de la falaise, mais en pleine ascension, ils commencent à se disputer. Nick fait écouter l'enregistrement de la carotte, où l'on entend Judy se traiter elle-même de lapine maladroite, ce qui augmente la tension entre eux. Au milieu de la dispute, la carotte enregistreuse tombe dans le vide et se brise en s'écrasant contre les rochers. Fâchés et blessés émotionnellement, ils se séparent. Judy continue seule vers le sommet, tandis que Nick, bien que frustré, finit par la suivre à distance. Pendant ce temps, au pied de la falaise, les policiers trouvent la carotte cassée. En la voyant, ils déduisent immédiatement que Judy et Nick ont gravi la montagne. Judy arrive à l'endroit indiqué dans le portefeuille et commence à examiner d'anciens documents, des cartes et des études liées à l'expansion territoriale et aux reptiles. Peu à peu, elle découvre la vérité. Les Lynxley ont expulsé les animaux de leur foyer pendant des générations afin de s'approprier leurs terres. C'est ainsi qu'ils ont grandi et construit leur empire. En réalité, Zootopia appartenait à l'origine aux reptiles, et c'est le grand secret que la famille Lynxley a tenté d'effacer de l'histoire. Nick surgit alors pour l'avertir que la police est déjà là, et qu'il risque non seulement d'être capturé, mais aussi tué, pour les faire taire. Il lui dit que cette affaire n'en vaut pas la peine, que risquer sa vie pour un idéal ne changera rien. Judy affirme qu'ils n'auront jamais un monde meilleur sans agir justement, et qu'elle comprend désormais la vérité. Mais Nick insiste sur le fait qu'être un héros ne fait pas la différence, que le monde est comme il est, et qu'il ne changera pas. Judy le regarde avec tristesse, et lui dit que peut-être, eux, ils peuvent être différents. À ce moment-là, la police fait irruption et ils se séparent. Le serpent apparaît et aide Judy à s'échapper. Paubert Lynxley est également là, et le serpent assure qu'il est digne de confiance. Cependant, les agents attaquent Judy. Pendant que Nick regarde, paralysé par la peur et la pression du moment, Judy tombe inconsciente. Lorsqu'elle se réveille, elle découvre que le serpent et Paubert l'ont emmené loin, hors de portée de la police. On lui apprend que Nick a été capturé. Pendant ce temps, les Lynxley s'occupent de lui personnellement, l'enferment dans une cellule sombre et lui disent qu'il assistera à la mort de Judy pour qu'il comprenne la leçon.
À cet instant, l'une des filles du patriarche, Lingsley, apparaît avec un sac contenant des mèches de cheveux de la personne qui aide la lapine. Le père reconnaît aussitôt qu'ils appartiennent à Paubert. De son côté, Paubert guide Judy et le serpent vers une oasis cachée, un refuge qu'il utilise pour échapper au chaos de la ville. Là-bas, le serpent se présente enfin sous son vrai nom, Gary le serpent. Paubert explique que seule une vipère thermoréceptrice comme Gary peut lire le journal, car cela nécessite de générer une quantité spéciale de chaleur. Judy demande pourquoi l'arrière-grand-père de Paubert cacherait un secret destiné à un serpent, et Paubert répond avec un rebondissement historique choquant. Ce journal n'appartenait pas aux Lingsley. En réalité, Zootopie n'a pas été créée par un mammifère, mais par l'arrière-grand-mère reptile de Gary. C'est elle qui a conçu les murs climatiques pour créer un habitat harmonieux pour toutes les espèces. Une ville où chaque animal pouvait vivre selon ses besoins environnementaux. Elle cherchait juste un investisseur croyant en sa vision. Mais l'arrière-grand-père de Paubert, voyant la valeur de l'invention, a conspiré pour voler et garder les plans. Pour dissimuler ses crimes, il a tué la gouvernante et accusé l'arrière-grand-mère de Gary. Étant un serpent, personne n'a douté de l'accusation. Dès lors, aucun reptile n'était accepté à Zootopie. Avec le temps, l'arrière-grand-père a enseveli l'ancien quartier des reptiles sous la neige. Il est mort persuadé que la vérité resterait cachée, mais il avait tort. Le brevet original a survécu car l'arrière-grand-mère de Gary l'a caché chez elle. Si Gary retrouve cette maison, il le retrouvera aussi. Et avec lui, toute la véritable histoire que les Lingsley ont tenté d'effacer pendant des générations. La terre qu'ils recherchent se trouve être précisément la propriété ancestrale de la famille de Paubert. Judy suit les traces du serpent, ce qui leur donne déjà une idée pour résoudre l'affaire. Cependant, Paubert a manqué un détail crucial. Il a son téléphone avec lui et son père l'a localisé. La famille Lingsley sait déjà où il se trouve. D'un autre côté, on voit Nick enfermé, encore affecté par la dispute avec Judy. Soudain, la castor Nibbles Maplestick apparaît et remarque que Nick s'est complètement abattu. Pendant qu'il lui raconte ses problèmes et comment il s'est disputé avec Judy, la castor, elle mord un morceau de bois qui sert de clé improvisée et le libère. Dans le processus, ils ouvrent accidentellement toutes les cellules et finissent par libérer tous les animaux emprisonnés. Sans perdre de temps, Nick fait appel à l'animal le plus rapide, ironiquement, de Zootopia, le paresseux Flash Slothmore. Tous deux montent dans son véhicule pour rattraper Judy. Alors qu'ils s'éloignent, on voit la brebis Dawn Bellwether les observer depuis l'ombre en riant, laissant entendre qu'elle tire elle aussi ses propres ficelles. Pendant ce temps, Judy avance avec ses nouveaux alliés, mais ils sont poursuivis de près par la police. Pour s'échapper, ils sont obligés de traverser un festival rempli d'animaux, de lumière et de musique. En même temps, le tigre Benjamin Garaza aide Nick et la castor à localiser l'emplacement exact de Judy. Milton Lingsley découvre que Judy et ses amis cherchent la maison d'origine de l'arrière-grand-mère de Gary. Furieux, il ordonne aux policiers locaux d'endormir Judy et son groupe. Cependant, les agents glissent et ratent leur tir. La balle sédative va directement vers Paubert. Judy s'interpose héroïquement pour le sauver. Mais à ce moment précis, Flash arrive dans sa voiture, accompagné de Nibbles et Nick, et les sauve. Ils pénètrent ensemble dans la zone du mur climatique, déterminés à trouver la maison où le brevet a été caché. S'ils la retrouvent, ils pourront révéler la vérité. Nick reste dehors au début, poursuivi par la police, mais Nibbles parvient à le faire entrer à la dernière seconde. Lorsqu'il se prépare enfin à chercher le brevet, la trahison la plus douloureuse se produit. Paubert se révèle comme un membre fidèle de sa famille. Il injecte du venin de serpent à Judy et lui avoue que, malgré leur amitié, il est comme les Lingsley et qu'il est lui aussi mauvais. Il lui dit qu'au fond, ils partagent quelque chose. Tous deux sont rejetés et cherchent à prouver leur valeur. Pour lui, c'est l'occasion de briller. S'il brûle le brevet, sa famille reconnaîtra sa valeur et l'acceptera enfin comme l'un des leurs. Alors que Judy s'effondre et commence à mourir lentement à cause du poison, Paubert attaque la castor et se jette ensuite sur Nick. Gary, le serpent, désespéré, explique qu'aucun animal seul ne peut protéger toute une ville. Son arrière-grand-mère rêvait que Zootopia accueille toutes les espèces, chacune aidant l'autre. Il leur demande de garder espoir, car c'est encore possible. Gary serre Judy dans ses bras pour lui transmettre de la chaleur, lui permettant de retrouver sa forme normale. Mais elle continue d'agoniser, car Paubert a pris l'antidote que Gary gardait pour ce genre d'incident. À ce moment-là, la police arrive, et en voyant Judy inconsciente, il pense que le serpent l'a attaquée. Gary, désespéré, aperçoit Nick à travers les caméras, et rassemblant ses dernières forces, sort en titubant pour le supplier de lancer le sac contenant l'antidote que Paubert a volé. Nick, presque à bout de force après tout ce qui s'est passé, trouve le courage et parvient à lancer le sac avec précision. Grâce à cela, Judy est sauvée à temps. La lapine reprend son souffle et se relève, déterminée à continuer. Elle comprend qu'à ce moment-là,
son équipe et sa meute. Nick symbolise la colonie que chaque lapine protège et valorise. Revigorée par cette force émotionnelle, elle retourne au combat. Ensuite, la Castorine Nibbles a survécu et rejoint les autres. Ensemble, ils découvrent que Paubert s'est échappé. Il rejoint son père et affirme avoir toujours été de son côté, prétendant soutenir les autres, juste pour détruire le brevet. Son père lui pardonne, lui dit qu'il est fier de lui, mais qu'il doit l'emmener au brevet original. Cependant, Nibbles apparaît accompagné du reste du groupe, décidé à les affronter. Paubert s'enfuit à nouveau et Judy et Nick se lancent à sa poursuite, entrant dans un labyrinthe de glace qui entoure la base du mur climatique. Pendant ce temps, la Castor Nibbles reste et dit au maire qu'être un héros, ce n'est pas seulement passer à la télévision, mais agir avec courage dans la réalité. Inspiré par ces paroles, le maire prend enfin position et frappe les Lingsley, brisant enfin l'influence qu'ils avaient sur lui. De leur côté, Judy, Nick, Gary et Nibbles parviennent à coincer Paubert. Après une poursuite intense, ils réussissent à l'immobiliser et à lui administrer un sédatif pour l'arrêter sans lui faire de mal. Le danger étant neutralisé, tous se dirigent ensemble vers l'ancien quartier reptile, enseveli sous la glace. Enfin, ils entrent chez l'arrière-grand-mère de Gary, où se cache la vérité que les Lingsley dissimulent depuis des générations. Gary met une chaussette spéciale et voit tous ses souvenirs dans la maison. Les autres entrent aussi et observent l'histoire prendre vie devant eux. Là, ils découvrent que l'arrière-grand-mère de Gary avait caché le brevet original à l'intérieur d'une boîte à musique, soigneusement protégée pour que seuls ceux qui le méritaient puissent le trouver. Mais avant qu'ils ne puissent célébrer, Paubert réapparaît, rassemblant ses dernières forces pour tenter de détruire le brevet. Avant qu'il puisse s'approcher, il est assommé d'un coup de poing précis par un couple de policiers. Les policiers, ayant déjà découvert la vérité, savent que les véritables coupables sont les Lingsley. Plus tard, nous voyons aux informations un grand titre annonçant que les officiers Judy et Nick, ainsi que la vipère Gary et la Castor Nibbles, ont réalisé une découverte monumentale pour l'avenir de Zootopia. Ils ont démasqué la famille Lingsley, révélant des siècles de corruption, de mensonges et d'abus. Lors d'une cérémonie officielle, ils reçoivent des médailles pour leur bravoure, puis donnent des conférences aux officiers, inspirant une nouvelle génération de policiers. Gary célèbre en réinaugurant Zootopia et en accueillant, pour la première fois depuis des décennies, tous les reptiles qui avaient auparavant été marginalisés. Jésus le lézard apparaît rayonnant et fier. La ville reconnaît enfin la véritable histoire grâce au brevet récupéré. Ensuite, nous voyons Gary accueillir sa famille. Ils s'embrassent avec émotion, tandis que Judy observe avec un sourire. Nick lui offre un cadeau spécial, une nouvelle carotte enregistreuse, symbole de leur partenariat, restauré et renouvelé. Ils semblent prêts à être heureux pour toujours, du moins jusqu'à ce qu'ils règlent le problème en suspens. Ils doivent retrouver les fugitifs échappés, après que Nick et Nibbles ont ouvert la prison par accident. Ainsi, la lapine, le renard et leur équipe particulière se préparent pour leur prochaine grande aventure, prêts à protéger une zootopie qui, enfin, appartient à tous. Nous voyons finalement la brebis Dawn Bellwether tenter encore de s'échapper. Cependant, les agents Judy et Nick sont prêts à l'arrêter. Ils l'attrapent juste à temps, bouclant ainsi la dernière piste non résolue de l'affaire. Le film se termine avec la magnifique gazelle chantant sur scène, tandis que tous les habitants de Zootopia dansent pour célébrer le nouveau départ de leur ville. Mais il y a encore une scène post-générique. Nous voyons Judy placer sa carotte enregistreuse à la fenêtre, tandis que deux de ses voisins commentent à son sujet, en disant qu'elle est fière d'elle, même si elle cherche encore un peu de validation extérieure. Lorsque Judy s'en va, une plume d'oiseau tombe doucement du haut, laissant un petit mystère ouvert pour l'avenir. Et ainsi se termine cette histoire. Si tu as aimé le résumé, pense à liker et t'abonner à la chaîne. À bientôt.